Donc, c'est comment redonner du sens au travail en relocalisant l'emploi sans relocaliser l'aliénation des salariés. Bon, je vais essayer d'expliquer après un peu ce que moi j'en comprends. Vous verrez dans cette présentation, en fait, il y a aussi pas mal de questions. Je suis loin d'avoir toutes les réponses et en fait, le but, c'était aussi ça, de questionner cette propre question et puis d'apporter mes éléments de réponse. Alors moi, j'ai voulu parler de la mode éthique, parce que c'est un sujet que je connais assez bien et du coup, où c'est vraiment ça, en fait, il y a c'est pour ça que je parlais du savoir-faire ancestral. On avait ce savoir-là en France. Ce qui est intéressant avec ce sujet-là, en fait, c'est que du coup, il y a vraiment des territoires français, émergents sur cette thématique qui essayent de revenir à ce savoir-faire-là, de manière ancestrale, de manière industrielle, enfin, on le verra par la suite et du coup, moi, je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet-là qui est aussi des fois un peu loin du spatial, mais qui peut, vous le voyez à la fin, vous le verrez à la fin, j'ai essayé de relier au spatial. Mais je trouvais ça intéressant parce que, du coup, il y a vraiment ces questions-là qui se posent, de relocaliser ce savoir-là et comment on peut faire sans forcément, qu'on soit, vous le verrez, c'est ce que je dis aussi à la suite, c'est, les que ça soit les usines comme on imagine de tout ce qui est faire de la mode, mais pas faire de la et faire de la mode éthique, mais pas faire de la mode, quoi. Donc tout ce savoir-faire ancestral, on l'avait en France. On l'a totalement perdu ces 10, 20, 30 ou plus, dernières années. On pense forcément quand on pense à la mode éthique, enfin maintenant, on dit mode éthique, mais à l'époque c'était la mode. On pense au tissage, on pense à la broderie, pas forcément que de nos grands-mères, mais voilà, il y a tout ce savoir aussi, lié à la teinture. Forcément, moi je suis dans la région de Toulouse depuis 1 an et demi, donc j'ai été beaucoup bercée par, la culture, du pastel et de cette teinture qui a fait aussi la force et la richesse, de ce territoire français. Il y a aussi énormément de structures et de modèles économiques et qui se développent notamment dans le nord de la France, quand on parle de broderie, de savoir-faire ancestraux même. Voilà et donc par exemple, donc à Toulouse, il y avait vraiment un savoir-faire, sur la teinture, cette couleur spécifique et tout ça malheureusement, ça a été, pas mal perdu. Relocaliser le savoir-faire, c'est aussi tout d'abord relocaliser la matière. Alors c'est très bien, là j'ai mis un exemple de coton français. Heu, Est-ce que c'est possible de faire du coton français? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est économique? Vous le verrez, hein, je réponds pas forcément à ces questions-là parce que c'est des questions qui sont en train d'être, étudiées aussi, hein, par des entreprises, hein, qui se mettent, sur le marché, qui se développent sur ce marché-là, parce qu'il y a vraiment une économie et il y a vraiment une prise de conscience. C'est pour ça que c'est intéressant cette thématique-là, parce qu'il y a une réelle prise de conscience, surtout ces dernières années, sur le fait que, à l'ADEME, à l'époque, on disait, acheter un vêtement moins cher qu'un sandwich, c'est pas possible et ça devrait pas être possible. Mais du coup, c'est pas tant le prix, c'est aussi tout ce qu'on met derrière et tout le fait que, un jean, il a voyagé plus que nous dans sa vie avant d'arriver dans notre armoire. Mais comment on fait pour qu'un jean ou n'importe quel autre, vêtement, on puisse l'avoir de manière locale, mais c'est pas parce que ça va être local que ça va être écologique. Et donc typiquement, sur le coton, c'est ça le problème que ça peut poser, c'est que, si on relocalise, le coton en France, c'est pas forcément, le plus écologique. Après, on parle forcément de relocaliser la main-d'œuvre. Donc là, j'ai pris les exemples de ce qu'on imagine, dans le pire de la mode. On se rappelle tous, hein, c'est comme ça, par exemple, que s'est créée la Fashion Revolution. C'est avec ces scandales, écologiques et surtout humains, d'usines de fabrication et des conditions humaines. Tout ça, c'est lié à l'écologie aussi parce que c'est la mode c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la mode éthique, c'est que c'est pas que l'aspect écologique, c'est aussi l'aspect humain et relocaliser cette main-d'œuvre, c'est aussi, réentendre une manière de faire les choses. Donc par exemple, c'est pour ça que quand on parle d'aliénation au travail, c'est beaucoup plus cette image-là que celle-là. Mais après ça dépend quel curseur on met chacun sur ce que c'est l'aliénation au travail et d'où ça vient. Par exemple, là, je vous ai mis, parce que encore une fois, je suis à Toulouse maintenant, donc du coup, je vous ai mis la culture du pastel. Il y a énormément de savoirs qui sont en train de se refaire. Pour l'instant, c'est quand même très précurseur et c'est pas non plus, des usines c'est pas du travail à la chaîne non plus. Mais est-ce que du coup ça évite l'aliénation?
la question se pose. Ça permet aussi, que ça soit, là à Toulouse, j'ai parlé de cet exemple-là, de la teinture. Il y a énormément d'ateliers qui se développent sur la couture, sur la teinture végétale, sur une autre manière en fait d'imaginer, nos vêtements et notre appropriation à ces choses-là. C'est ce que je mettais aussi, donc 1083, c'est pas du tout pour faire de la pub là-dessus, c'est juste que ça permet de montrer que la mode éthique peut être, du coup industrialisable et fonctionner. À l'ADEME, on disait donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que, hein, le jean, il a voyagé plus que nous avant d'arriver dans notre armoire. Et du coup, donc cette entreprise-là, elle est intéressante parce qu'en fait, elle a une culture d'entreprise dont je vais parler après et en plus, donc 1083, c'est parce que c'est, la distance maximum entre les 2 points les plus éloignés de France et du coup, l'idée, c'est justement de relocaliser un maximum toute la connaissance, mais de tout de ce qu'on appelle le cycle de vie, quoi. Donc, de tout le début de la chaîne, même l'amont, la matière première, au travail, aussi avoir un esprit d'entreprise qui est cohérent avec tout ça. Damien, je gère pas du tout mon temps, donc tu pas à me dire si je déborde. Il reste 3 minutes et 23 secondes. OK. Donc voilà, donc cette image est intéressante parce que du coup, voilà, il y a vraiment ce côté-là, ne pas aliéner ses salariés, mais du coup retrouver une éthique et une écologie et d'avoir un modèle, qui est intéressant et qui peut être, généralisable dans toutes les étapes du cycle de vie et notamment à la fin, penser, le déchet et pas penser réemploi pour éviter que ça devienne un déchet. On pourra en reparler par la suite. Voilà, donc après je listais les avantages et les inconvénients parce que c'est toutes les questions c'est pour ça que je vous dis, hein, j'ai pas forcément du tout toutes les réponses. Les avantages et les inconvénients de relocaliser tout ça. Est-ce que c'est bon pour la planète réellement? Si oui, quelle étape? Quelle étape du cycle de vie? Est-ce que du coup, c'est ce que je disais, le coton français, peut-être pas, le filage peut-être, voilà, à voir. Est-ce que c'est bon pour notre société d'aller vers, enfin, moi, je dirais que oui, mais bon, après, est-ce que ça convient à tout le monde? C'est pour ça que je parlais de où chacun place son curseur. Mais il y a des difficultés, c'est pas forcément facile à réaliser, c'est pas forcément très simple de se mettre dans cette démarche-là. Il faut trouver, son marché, généraliser, comment créer un modèle, là-dessus. Et puis long et coûteux parce que ça se fait pas en 3 semaines, parce que la mode éthique, ça fait des dizaines d'années que je connais des gens qui travaillent dessus et que c'est vraiment pas devenu quelque chose qui est, on l'a vu avec la crise aussi du covid, quoi. C'était pas enfin, l'écologie, il y a encore quelques années, c'était pas si évident que ça. C'était pas et la mode, ça l'était encore pas il y a vraiment très peu de temps. Voilà, après du coup, je parlais du savoir-être, c'est-à-dire qu'on voit ces dernières années aussi qu'il y a plein de, que ça soit des jeunes, issus des grandes écoles ou que ça soit des salariés ou que ça soit des réseaux d'étudiants français qui se mobilisent parce qu'ils ont besoin du sens, on a tous besoin, je pense, de sens à donner à notre travail et de rendre cohérent en fait, c'est aussi beaucoup ce que j'ai vu à l'ADEME, c'est-à-dire de rendre cohérent ce que nous, on souhaite pour soi, pour la planète, pour nos enfants et puis du coup, le lier à notre travail. Mais après, c'est toujours pareil, c'est où est-ce que chacun met, son propre curseur dans un modèle, global. Voilà, je parlais de tout à l'heure de cet, exemple-là parce que cette entreprise-là, elle est intéressante, sur le fait que c'est un projet avant tout de développement durable. C'est pas forcément, pour se développer, c'est pas forcément, pour, devenir rentable, même si c'est une entreprise, hein, quand même. Mais du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir, relier ça, relier à un modèle et à une utopie presque de ce que devrait être la mode. Voilà et après comme je racontais, l'idée, c'est que ça soit aussi du perpétuel développement. Donc on n'a jamais les solutions. C'est pour ça que j'ai presque plus de questionnements que dans ma présentation que de réponses. Parce que, même si on sait ce qu'on doit faire, il faut quand même rester dans cette démarche de perpétuel développement pour essayer d'imaginer: «OK, c'est bon, on y arrive, ça fonctionne, d'accord, mais demain, comment on fera?» Et donc après j'ai fait, pour finir, j'ai fait un lien quand même avec le spatial. Hem, Selon moi, c'est pas forcément le même point de vue. C'est-à-dire que l'idée de la mode éthique au départ, c'était de rapprocher le consommateur du producteur
et de se dire comment, finalement j'évite tous ces circuits dont on a parlé en fait dans les présentations d'avant. D'éviter que, n'importe quel de mes vêtements, ait, été produit à un bout dans le monde, ait été cousu à un autre endroit et cetera. C'est pas forcément, le cas dans les selon moi en tout cas, dans les modèles spatiaux parce que c'est des projets internationaux et cetera et que c'est compliqué d'avoir un c'est pas un projet franco-français et cetera. Mais ce que vous avez dit et puis quand on a échangé aussi avec, Damien, ce qui est intéressant, c'est justement ça, d'avoir des Fab Labs, des fédérations qui peuvent travailler en local et puis propulser, ces projets-là. En fait, montrer que c'est possible au niveau local avec telle et telle contrainte, tel et tel avantage et par la suite comment, bah, faire des petits en fait, montrer aux autres, comment c'est possible.